Jeux et enjeux, Abdias Harouna. Bonjour à tous. C'est une étape clé dans l'africanisation de la gestion des crises africaines. La création le 26 septembre dernier de l'Alliance des États du Sahel montre la volonté du Mali qui accueillait les assises du Burkina Faso et du Niger à reprendre souverainement le premier devoir d'assurer sécurité à leur peuple. Des peuples d'ailleurs décidés à les soutenir. Une preuve que l'Afrique est capable de gérer ses propres problèmes. Mais avec quel partenaire? La France sommet de quitter la zone, signe échec en une décennie de lutte contre le terrorisme. L'on est quitté de 20% à 80% du territoire malien occupé par les djihadistes ainsi que toute la région du Sahel. Aujourd'hui, c'est toute l'Afrique de l'Ouest qui est sous couvert terroriste. Alors question, quelles sont les garanties de succès de l'Alliance des États du Sahel dans un contexte où, on l'a dit, la France est sommée de quitter les différents pays qui constituent justement cette alliance, c'est-à-dire le Mali, le Niger et le Burkina Faso? Nous poserons cette question à notre invité. On en parle. On en parle avec Dr Ferdinand Polenoka. Bonjour. Bonjour. Historien, journaliste, vous êtes enseignant-chercheur à l'université de Maroua et vous avez publié Les pratiques diplomatiques dans l'Afrique antique et moderne, un article scientifique publié dans la revue Ancre. Première question, quel est le contexte de la création de l'Alliance des États du Sahel? Le contexte, il est en train de se dérouler devant nous. C'est-à-dire, nous sommes dans une logique où certains États refusent l'inféodation à certaines puissances, particulièrement à la France, et décident d'acquérir, si vous voulez, une seconde indépendance de leurs États, notamment en Afrique de l'Ouest, avec le Burkina, le Mali, le Niger, peut-être même un prolongement avec la Guinée-Conakry. Ouais, c'est tout un axe qui voudrait aujourd'hui régler ses problèmes par lui-même, qui croit qu'il a la capacité de mutualisation, qui croit que l'époque où, on va dire comme ça, là, les Africains étaient considérés comme des grands enfants est révolue. Donc nous sommes dans un contexte de mutation parce qu'il faut bien vous rendre compte que la plupart des leaders qui s'illustrent aujourd'hui dans les mouvements que nous observons brillent par leur jeunesse, c'est-à-dire c'est la génération 70-80, donc plus émancipée, qui n'a pas le même regard du blanc que leur père, donc une génération qui croit fermement à ses potentialités. Voilà, si vous voulez, le contexte dans lequel, à l'interne, oui, ces mouvements se déroulent, mais il faut aussi replacer ça dans un contexte plus global, où vous avez un certain nombre de grandes puissances qui contestent l'hégémonie de l'Occident. Quand je parle de l'Occident, je parle des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la France. Vous voyez un peu ce contexte-là où vous avez par exemple les BRICS qui naissent pour repenser un nouvel ordre économique mais aussi politique mondial. Donc c'est entre les deux que vous pouvez bien lire cette fenêtre qui s'ouvre pour certains États africains qui décident de prendre le taureau désormais par les cornes, de ne plus être spectateurs de leur histoire, mais d'être acteurs de leur propre histoire. Justement, la question que je vous pose, vous êtes historien, vous avez écrit, on l'a cité en introduction, les pratiques diplomatiques dans l'Afrique antique et moderne. Quand on vous annonce, depuis le 26 septembre dernier, que le Mali, le Niger et le Burkina Faso, pays tous gouvernés aujourd'hui par des présidents arrivés au lendemain des coups d'État, est-ce que vous êtes étonné d'une telle création? Bon, en tant qu'historien, non. En tant qu'historien, j'étais plutôt étonné de l'éclatement de tout cet espace en des micro-États.
tous les pays que vous venez de citer là ont fait partie de l'Empire du Mali et de l'Empire du Songhai. Donc, il y a eu, après la colonisation, ou alors pendant la colonisation, un morcellement de ces États qui un morcellement voulu? Pas par les Africains imposés. Exactement. Mais voulu par l'Occident. Par exemple, quand l'Angleterre prenait un morceau d'un territoire, il devenait anglais. Les Français prenaient un morceau d'un territoire, ils devenaient français, les Portugais, les Espagnols, ainsi de suite. Et on a donc créé à partir de ça de réalités nouvelles. Donc si on veut s'appuyer sur la dimension historique, ce sont des régions qui avaient été pendant des siècles longtemps intégrées, qui se sont désintégrées au fil de l'histoire. Et maintenant qu'il y a cette dynamique, il est à espérer qu'elle contamine un peu tout le continent, parce que notre véritable faiblesse dans les relations internationales, c'est que l'Afrique part divisée. Nous avons l'Afrique anglophone, l'Afrique francophone, l'Afrique lusophone, l'Afrique arabe, l'Afrique chrétienne, l'Afrique musulmane, l'Afrique traditionnelle. Tout ça, ça fait quand même un peu désordre dans le contexte actuel où on se rend bien compte que ceux qui résistent le mieux sont les grands ensembles. L'Afrique montre-t-elle justement à travers cette création de l'Alliance des États du Sahel qu'elle est capable de résoudre ces problèmes? J'ai envie de dire au moins qu'il y a une volonté d'une certaine catégorie d'Africains aujourd'hui de vouloir aller dans le sens de résoudre ses propres problèmes. Bon, vous savez, il y a d'un côté la volonté, il y a d'un autre côté la réalité. Il faudrait que la volonté puisse contraindre la réalité à aller dans le même sens. Donc, je ne peux pas dire sur la base de la volonté que c'est suffisant pour réussir à atteindre ces objectifs. Il faudrait encore conjuguer avec la réalité elle peut être très difficile. Il vous souvient qu'il y a 1 ou 2 jours, on a entendu des rumeurs poussées au Burkina Faso. Un rumeur de coup d'État. Voilà. Menaçant justement le pouvoir, le régime de IB. C'est voilà. lui. Il faudrait donc comprendre que l'impérialiste d'hier ne dort pas aussi. Est-ce que justement... c'est une question de gros intérêts. Oui. Donc voir ces mouvements qui sont en train de se généraliser en Afrique, il est évident que un pays comme la France ne voit pas ça d'un bon œil. Est-ce que justement ces créations devraient-elles faire peur à d'autres? C'est la question que j'aimerais justement vous poser. Faire peur à d'autres, comment? C'est-à-dire la tentative de coup d'État? Non, la création de l'Alliance des États du Sahel. Devrait faire peut-être peur aux Occidentaux qui ont des intérêts en Afrique, mais pas aux Africains eux-mêmes qui ont besoin d'être solidaires pour pouvoir avancer. Vous savez que quand l'Afrique est devenue, quand les pays africains ont accédé à l'indépendance à partir des années 60, peut-être disons 57 avec le Ghana, ainsi de suite, l'une des premières préoccupations qui s'est posée à eux était la construction d'un État panafricain. Et quelque part, ça continue toujours de rôder dans les têtes. Vous savez qu'à ce propos, l'Afrique s'était divisée entre le groupe de Casablanca, le groupe de Monrovia, vous voyez un peu. Et derrière tout cela, vous avez une Nkrumah qui disait qu'on pouvait aller à un État fédéral immédiatement. Et vous savez très bien que si ce projet a échoué, c'est parce que derrière cela, il y avait l'impérialisme qui ne dormait pas, qui avait très bien compris que si le continent africain passait sous un seul commandement, une seule politique étrangère, une seule monnaie, etc., eux là, ils étaient complètement fichus. Donc, ils ont travaillé à torpiller ça de l'intérieur. Mais si le projet est mort, il apparaît très clairement que l'idée n'est pas morte. Vous voyez que parfois, après chaque cycle de 10 ans ou de 15 ans, vous voyez cette idée renaître avec force. Elle a pris du recul en 2011 avec l'assassinat de Muammar Kadhafi, le guide libyen. Nous sommes pratiquement 10 ans ou 11 ans plus tard. Vous voyez encore certaines velléités de regroupement qui arrivent. C'est la preuve que, d'une manière ou d'une autre, l'Afrique fait son chemin
avec de nouvelles générations, peut-être un jour on arrivera à parler d'une seule voix pour être beaucoup plus fort encore. Justement, la création de l'Alliance des États du Sahel intervient aussi dans un contexte où il y a une menace quand même criante des groupes djihadistes. Quelles sont les garanties de succès de l'AES? C'est difficile à dire parce qu'il faut dire clairement que sur la question djihadiste, il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent exactement dire quels sont les réels soutiens de ces groupes qui, j'ai envie de dire, distribuent le désordre dans la zone. Toujours est-il que ce sont des gens qui sont alimentés pour des intérêts sans doute criminels. Est-ce que c'est idéologique? Je n'en sais pas grand-chose, parce que très souvent, quand on parle des groupes djihadistes, l'erreur ou le danger, c'est que on peut mettre tout et rien à l'intérieur. Parce que quand on dit groupe djihadiste, il faudrait en principe qu'il y ait une idéologie islamiste derrière. Voilà. Ce qui n'est pas toujours le cas. Quand on regarde, par exemple, ce qui est en train de se passer au Sahel, de plus en plus, on a du mal à définir clairement quel est l'objectif. Est-ce qu'à la fin, ce n'est pas un mouvement de déstabilisation ou alors de maintien des États africains dans un système qui est tel qu'ils doivent se préoccuper essentiellement de la sécurité et naturellement, dès qu'on doit s'occuper essentiellement de la sécurité, on est obligé de remettre à demain les problématiques de développement, les problématiques d'intégration, et ainsi de suite. Alors, qui serait derrière? C'est une guerre d'intelligence qui se joue, parce que... Guerre déclenchée par qui? Oui, vous savez très bien que, je vais vous prendre, c'est en 1987 ou 88, que Helmut Kohl avait déclaré, en marge d'une réunion entre Européens, qu'ils ne devront plus commettre avec l'Afrique l'erreur qu'ils ont commise avec l'Asie, c'est-à-dire en laissant la Chine, par exemple, s'industrialiser et devenir ce qu'elle est devenue. Donc, il faut bien comprendre que là-bas, il y a des officines qui travaillent à maintenir l'Afrique dans cet état où, à la limite, on ne peut se contenter que des matières premières que nous avons, que nous sous-traitons souvent pour avoir la sécurité. Parce que regardez un peu tout le complexe sécuritaire en Afrique. Vous allez voir que ce sont généralement les grandes puissances qui disent venir nous appuyer pour notre sécurité, mais ce n'est pas gratuit. On paye cette présence avec quoi? On paye les armes qu'ils envoient avec quoi? Ces armes ne sont pas gratuites quand elles arrivent. Alors très souvent, vous allez apprendre que non, on a peut-être cédé tel pourcentage de notre pétrole, tel pourcentage de notre or, ainsi de suite, pour essayer d'avoir cette sécurité parfois qui est, cette sécurité pour laquelle, les guerres ont été déclenchées dans le but de nous mettre précisément dans cette situation. Vous savez, en Afrique, il y a un proverbe chez nous qui dit il faut savoir que ceux qui déclenchent les guerres ne les font pas. Et ils sont plutôt derrière pour en tirer les dividendes. Alors, on ne peut pas me dire que les gens comme, les groupuscules ou alors des groupes comme Boko Haram, AQMI, etc., en arrivent carrément à défier des États. On arrive à défier les États, ils sont alimentés comment, ils sont nourris comment, les armes arrivent dans ces territoires comment, ainsi de suite. Mais s'il n'y a pas un commerce bien organisé là-dessus, j'ai envie de dire un trafic bien organisé là-dessus, on ne peut pas réussir à déstabiliser un État quand même, c'est costaud. Hein. Alors, justement, ceux que vous accusez indirectement de soutenir les activités criminelles dans le Sahel et même... Je n'ai pas besoin de les accuser directement. Je crois que l'actuel président du Mali est au pouvoir. Et il a raconté son expérience de soldat ayant fait le front, accompagnant Colonel Assimi Goïta. Assimi Goïta, accompagnant l'armée française au front pour libérer le Mali des djihadistes. C'est lui qui a fait le témoignage que sa révolte vient du fait qu'il avait le sentiment que ces gens n'étaient pas là pour ça, au contraire, qu'ils alimentaient les troupes djihadistes. Je crois qu'il l'a dit. Ça circule un peu partout. Et c'est ce qui a forgé sa décision avec un certain groupe d'officiers
de renverser les choses. Donc, il ne faudrait pas croire que ce sont juste des accusations qui sont balancées comme ça, là, juste dans le but de nuire à tel ou à tel. Il faut comprendre une chose claire, l'Occident a raté sa politique africaine. Pendant longtemps, ils sont restés dans le logiciel de l'exploitation. Quand je dis l'Occident, on parle des pays précis. Je ne suis pas en train de parler peut-être, je ne sais pas, de la Finlande ou bien peut-être du Danemark, qu'on ne voit pas trop dans nos contrées. Je parle de l'Occident traditionnel. La France d'abord. La France, les États-Unis, l'Angleterre, etc. Donc, ils n'ont pas changé leur regard sur l'Afrique. C'est un continent qu'on doit exploiter, ce sont des sous-hommes, ainsi de suite. Si vous voulez, c'est l'effet boomerang qui apparaît aujourd'hui. On n'a pas pensé, ils n'ont pas pensé à la nécessité d'un co-développement tel que les Senghor, les Houphouët-Boigny l'avaient dit, même si on n'est pas d'accord sur leur politique. Mais Houphouët-Boigny particulièrement avait dit quelque chose, que l'Europe, la France particulièrement, gagnerait à un co-développement avec l'Afrique. Parce qu'il y va, et il avait bien précisé, de la survie de l'Afrique et de la vie de l'Europe. Et la nuance est claire. C'est-à-dire que il est évident que les Africains peuvent survivre au départ de la France, et ça se montre. Maintenant, si la France et l'Europe venaient à être privés de toutes les matières premières de l'Afrique, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils vont aller prendre ça. C'est pour ça justement que l'Occident, me diriez-vous, maintient toujours des positions parfois accrues pour rester en Afrique? Les faits sont là, non? Prenons le cas de la monnaie pour ce qui concerne la zone CFA. Nous n'avons pas la même mise dessus, non? Ça, c'est suffisant, non? Quel est ce pays souverain? Est-ce que la France peut accepter que c'est l'Allemagne qui batte sa monnaie ou alors qui garde ses réserves d'or dans la banque centrale à Berlin? Mais ils sont pourtant tous en Europe là-bas, non? Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont fait l'Union européenne, ils ont une monnaie commune, ainsi de suite. Donc, est-ce que l'Europe peut accepter que sa banque se trouve aux États-Unis ou en Chine? Vous voyez, ce sont des choses élémentaires qui montrent effectivement que le logiciel dans lequel les rapports France, je veux dire Occident-Afrique, s'est inscrit est un logiciel qui sonne aujourd'hui faux. Et les Africains sont de moins en moins enclins à supporter ça et se disent, ben, au fond, si on a souffert tout ce qu'on a souffert, là on peut souffrir, ça s'en vaut. Aujourd'hui, on a justement chassé, entre guillemets, la France de ces trois pays que j'ai cités. Est-ce que cette rupture de coopération avec l'ancienne puissance coloniale est-elle une garantie de succès? Bon, déjà, je ne sais pas pourquoi vous dites entre guillemets, on l'a chassé. En ce qui concerne le Niger, le Mali, c'est clair, on n'en veut plus. Ils ne sont pas passés par 4 chemins pour le dire. Maintenant, vous dites, est-ce que c'est une garantie de succès? Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a une différence entre l'idée, l'intention et la réalité. Il faudrait faire en sorte que l'idée et la réalité marchent ensemble. Oui, on vous a chassé. On fait comment pour avancer sans vous? Pendant longtemps, vous savez, l'Africain a eu ce complexe de savoir qu'il ne pouvait pas avancer s'il n'y avait pas quelqu'un qui lui tenait la main. Et je crois qu'aujourd'hui, les gens sont bien inscrits dans la logique selon laquelle mieux vaudrait se perdre par nous-mêmes que d'être perdu par d'autres. Et je crois que la nature ayant horreur du vide, avec la volonté et le soutien de tous, quelque chose sera fait par ceux qui veulent avancer pour qu'on avance. De toutes les façons, les partenaires pour aider l'Afrique à marcher ne manquent pas. La grande question, c'est comment est-ce qu'on tire notre épingle du jeu, comment est-ce qu'on tire notre propre intérêt avec les nouvelles alliances qu'on a envie de créer, parce que vous savez, c'est De Gaulle qui le disait, hein, entre États, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts.
Comment est-ce qu'on fait pour sortir de la France, de l'Occident, et de ne pas rentrer dans une autre domination? Oui, l'AES, l'Alliance des États du Sahel, désormais sans la France, oui, mais avec quel autre partenaire? Il y a d'éventuels partenaires. Déjà quand on regarde un peu tout ce qui s'est passé, je ne suis pas en train de dire que ce sont des partenaires. Hein. Je note quand même qu'on a vu beaucoup le drapeau russe flotter dans les villes. Ça veut dire qu'ils ont un capital sympathie. Et ce capital sympathie est également tiré de l'histoire, parce que vous savez que pendant que les États africains luttaient pour être indépendants, les soutiens qu'ils avaient venaient entre autres de Moscou et de Pékin. Vous voyez un peu. Donc historiquement, pour eux, c'est beaucoup plus facile. Vous voyez un peu, pour ceux qui luttent là. Maintenant, la grande question est celle de savoir comment réussir à faire, puisque la Russie elle-même elle a des intérêts, à ce qu'on arrive à des situations voulues, c'est-à-dire qu'on sorte de l'hyperdépendance dont nous sommes l'objet depuis 1960. Ça maintenant, ça dépendra de l'ingénierie de ceux qui sont aux affaires, à pouvoir placer les pions de telle sorte que nous tirions nos intérêts à nos avantages. Justement, à menace globale, puisque entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, il y a la fameuse zone des 3 frontières qui est sous couvert terroriste actuellement. À menace globale, disais-je, riposte globale, comment saluez-vous ou appréciez-vous cette volonté de coopération? Il y a une chose qui est certaine, ce qu'on a souvent reproché aux États africains, c'est de ne pas s'engager à fond dans la résolution de leurs propres problèmes. Maintenant, on voit très bien qu'il y a une solidarité qui s'est créée entre ceux qui ont visiblement une même vision des choses. Quand vous prenez le Mali, vous prenez le Burkina, vous prenez le Niger, il y a à peu près un même discours qui est tenu dans ces 3 pays. Alors, par conséquent, comme ils font face à une adversité de certains pays de leur sous-région, vous avez vu à peu près les positions du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, à un moment donné du Nigeria, etc., un peu comme si c'était des vats en guerre, il va de soi que l'élément qui restait à ces 3 pays était de se créer une forme de solidarité pour ne pas être fragilisés, parce que eux-mêmes, ils ont beaucoup à perdre. Si un des régimes tombe, ça peut encourager les autres forces de l'intérieur ou de l'extérieur à les faire tomber et revenir à une forme de normalité. Donc, stratégiquement, je crois que c'était très logique qu'ils arrivent à créer ce front qui ferait qu'il soit beaucoup plus difficile à manœuvrer qu'un seul État. Faudrait-il espérer, c'est la dernière question, un retour de la France dans ces 3 pays? Vous savez, en politique, rien n'est jamais perdu, rien n'est jamais acquis. Si la France revient en Afrique avec des meilleurs sentiments, il est évident qu'elle trouvera sa place. Vous savez, les Français ont commis une erreur de ne pas capitaliser, si vous voulez, tout le volume de sympathie que les Africains historiquement ont vis-à-vis d'elle. Je vais dire, à la base, les Africains ne sont pas des anti-français. Quand vous prenez dans les rues les Africains, vous les interrogez, beaucoup veulent aller à Paris, beaucoup veulent aller ainsi de suite. C'est le rejet. C'est la mauvaise politique de la France en Afrique qui a poussé les Africains à commencer à mal la regarder. C'est ce regard condescendant. Regardez à chaque fois dans leur chaîne de télévision comment on parle généralement de nos États. L'Africa bashing. Alors que parfois est à la une. Oui, alors que parfois même, les régimes qui nous posent problème, c'est eux qui ont contribué à les mettre en place ou à les soutenir contre les peuples qui voulaient souvent le changement.
Donc du coup, il y a un désamour qui s'est installé entre les Africains et la France de manière paradoxale, parce que s'il y a un pays qui avait tout pour réussir dans ses relations avec l'Afrique, c'est bel et bien la France. L'AES, l'Alliance des États du Sahel, devrait-elle tirer des enseignements de la FMM, la force multinationale mixte de la Commission du bassin du lac Tchad, qui a quand même des succès notables sur le terrain? Je me suis toujours posé la question de savoir si ces succès sont propres à la FMM. Puisqu'elle est soutenue quand même en grande partie par l'Union européenne et l'Union africaine. Justement, ou à un conglomérat d'actions à l'intérieur duquel on trouve la FMM. Vous voyez, parce que quand vous voyez la force multinationale mixte, elle a cette particularité que chaque État, les ressortissants de chaque État, c'est-à-dire les militaires de chaque État, travaillent dans leur zone précise et peuvent se retrouver pour des réunions au sommet. Ce n'est pas comme si vous trouviez des armées mixtes à l'intérieur desquelles vous avez trouvé des Nigérians qui travaillent au Cameroun et vice-versa, ainsi de suite. Est-ce que ce serait le meilleur exemple? Je ne sais pas. Je sais simplement qu'ils ont une réalité là-bas qui est la leur et ils devront faire avec leur réalité pour pouvoir trouver les clés pour solutionner les problèmes qui sont les leurs. Merci bien, merci Dr Ferdinand Paul Enoka. C'est sur cette note de contextualisation que nous mettons un terme à cette édition. Je rappelle que vous êtes journaliste, historien, enseignant-chercheur à l'Université de Maroua, auteur pour ce qui nous concerne de les pratiques diplomatiques dans l'Afrique antique et moderne, un article scientifique publié dans la revue Encre, Jeux et Enjeux touche à sa fin. Je suis Abdias Harouna. Au revoir.